Aujourd'hui, ça fait 40 ans qu'on a vécu le référendum de 1980. On a fait des capsules sur le référendisme, toi et moi. Les gens pourront s'y référer sur la chaîne vigile.québec. Maintenant, pour ce qui est du référendum comme tel, pourrais-tu nous expliquer en quoi c'était un piège? Bon, mais aujourd'hui, c'est drôle que tu poses cette question-là parce que ça va nous permettre de revenir sur un peu le matériel qu'on a fait, mais on va pas documenter tout ça, mais on va juste commenter rapidement. Et puis aujourd'hui, Joseph Facal, dans le Journal de Montréal, qui dit finalement, avec le recul, le référendum fut une erreur. OK? Et là, c'est drôle à dire, hein? Mais il vient rejoindre ce qui est Jean Chrétien. Jean Chrétien qui nous a dit, dans son livre « La fosse au lion », le référendum fut une erreur. Parce que jusque-là, le Québec faisait bouger les lignes. Il disait, avec le recul, le référendum apparaît comme une erreur du Parti québécois. Jusque-là, sa stratégie avait été extrêmement efficace pour le Québec et extrêmement dangereuse pour le Canada. Grosso modo, le Québec poussait les clôtures tout le temps pour obtenir tout, un peu plus à chaque fois. Et lui, il conclut, avec le temps, le Québec serait devenu indépendant dans les faits et son indépendance juridique serait alliée de soi. Donc, page 152. Ce qu'on voit, et c'est d'ailleurs lui, avec Pierre Elliott Trudeau, qui avait envoyé les grands mandarins voir Claude Morin pour lui vendre l'idée du référendum. Et on comprend qu'en engageant les souverainistes dans cette voie-là, que eux, pour aucune raison au monde, n'allaient reconnaître, OK? Ils les amenaient à engager toutes les énergies du mouvement souverainiste, finalement, dans un cul-de-sac. Alors donc, à l'époque, en 80, et là, on a un témoin de première importance qu'on peut dire, c'est M. Rodrigue Tremblay, qui était... Parce que, pour éviter le piège, on peut se demander... Qu'est-ce qui aurait pu éviter ce piège-là de s'engager dans ce référendum-là, le sachant perdant? Comme si ça n'a pas changé rien, là. OK? Alors que, dans son livre, Rodrigue Tremblay, qui était ministre de l'Industrie et du Commerce à l'époque, du gouvernement Lévesque de 76 à 79, parce que lui, il a démissionné, lui, il nous dit, gars, c'est ça qui a mené à la régression tranquille. Et lui... C'est un des rares parce qu'on a fait une capsule dans laquelle toutes ces informations-là sont référées, sont référencées, et c'est le défi du réel, la force prime le droit. Et lui, c'est celui qui avait, à l'époque, en 79, et non pas 40 ans plus tard comme M. Facal, c'est lui qui a dit, regarde, c'est un piège à con, il faut... comme stratégie pour sortir de ce piège-là, amener une troisième option. Parce que l'option de Trudeau du statu quo plus resserré, c'était celle qui avait le moins d'appui au Québec à l'époque. Alors, lui, il dit que... il disait ça, puis il faut amener une troisième option. On comprend que, gars, c'est facile... tu sais, on dit de l'histoire que c'est l'art de prévoir le passé. OK? Alors moi, je prévois le passé là, mais à l'époque, là, j'aurais été absolument contre sa proposition. OK? Ça fait que je ne veux pas distribuer des blâmes. Je fais juste dire que lui, il était au centre du jeu, il était ministre des priorités, il y avait un projet très important pour le Québec, la Banque d'affaires du Québec, et c'est sur cette raison-là, entre autres, qu'il a démissionné parce qu'il n'arrivait pas à faire aboutir son projet. Et là, on a sur la chaîne YouTube vigile.québec M. Rodrigue Tremblay, il y a juste une vidéo là, et puis il explique tout ça, cet épisode-là. Et ce qu'on retient, c'est qu'il était le seul dans le cabinet qui avait compris que
on n'était pas en train de... On était en train de s'en aller à l'abattoir et que ça allait avoir des conséquences. Et dans son livre ici, La régression tranquille, c'est ce qui suit cette défaite-là. Alors, et j'aimerais souligner en passant que ce livre-là a reçu le prix Richard Harès pour le meilleur livre sur le thème politique en 2018 et que M. Tremblay était au centre du jeu. C'est un professeur émérite et qu'il n'y a aucun journaliste qui a, et j'espère peut-être que dans la commémoration du 40e de ce référendum-là, qui est épouvantable, qu'on va au moins le contacter pour avoir son point de vue. T'sais, plutôt que d'avoir des grands débats à savoir si les Yvettes ont fait pencher la balance de l'histoire. Là, t'sais. Bon, OK, on a ces deux-là, donc. OK? Et là, on revient parce que M. Tremblay pouvait nous sortir du piège avec sa proposition. Son argument, c'était que Trudeau, à ce moment-là, avait comme les 2 tiers des voix au Québec d'appui et que l'option et le Parti québécois avaient 40 %. C'était pas compliqué, là. Il dit, gars, on s'en va pas là parce qu'il y a un prêt à payer pour ça. OK? Et donc, sa voie de sortie ressemble à la proposition pour le Parti indépendantiste de l'Écosse qui a fait cette stratégie-là d'avoir une 3e voie, la dévotion maximum de pouvoir, le Dévomax, et qui avait forcé Londres à venir signer une entente comme quoi qui allait reconnaître les résultats. Et à ce moment-là, le référendum en Écosse, s'il avait été gagnant à 50+1, ça aurait mené à un changement de statut à la souveraineté de l'Écosse. On comprend? Or, ce n'était pas le cas en 80. Et c'est là que René Lévesque aurait pu sortir du piège. Pourquoi? Parce que, on l'a vu dans nos capsules, hein? Le Canada n'a jamais reconnu le droit à l'autodétermination du Québec de manière formelle, claire et statutaire. OK? Écrit. Ça change tout. OK? Parce que là, ça les force à reconnaître le résultat. Alors donc, ce constat-là, que le Canada n'allait pas reconnaître le droit à l'autodétermination, mais faire semblant et donner l'illusion qu'il le faisait dans sa stratégie de rediriger toutes les forces souverainistes dans cette direction-là du grand soir où que tout se règle par un concours d'oratoire. On comprend? Alors donc, début des années 70, on l'a fait ça dans notre capsule, on l'a documenté. Il y a une commission mixte du Sénat et de la Chambre des communes qui vont faire la commission sur les problèmes constitutionnels et qui vont, à un moment donné, se prononcer sur le droit à l'autodétermination du Québec et à la demande de 2 députés du Québec de reconnaître formellement et de manière statutaire le droit du Québec à l'autodétermination. Ils se sont refusés et ces deux-là, ils ont produit un rapport dissident qui n'a même pas été retenu et déposé aux communes. OK? Donc, c'est très important que René Lévesque, s'il avait été conscient de ça, il aurait dit, gars, on revient sur cette question-là avant d'engager un référendum, parce que pile on perd, face on gagne pas. Alors, c'est un marché de dupes. OK? Donc, là, il aurait vu que Pierre Elliott Trudeau, en aucun temps, il aurait fait que Ottawa reconnaît de manière statutaire et formelle le droit du Québec à l'autodétermination. Et ça, on l'apprend quand? Après le référendum. Après le référendum, René Lévesque sort de l'exercice brisé et puis il regarde l'homme brisé. OK? Sa biographie, Pierre Godin. L'homme brisé, mais c'est pas juste l'homme qui est brisé, c'est la nation. OK? Parce que ça mène à ça ici. OK? Donc, René Lévesque, après le référendum perdu,
pour M. Rodrigue Tremblay, il a dit, à ce moment-là, on était compromis, on était dans une position de faiblesse. René Lévesque aurait dû, sur un projet comme celui-là, qui a perdu, démissionner. Et s'il avait démissionné, il aurait laissé aller Claude Ryan se battre contre Pierre Elliott Trudeau, puis il aurait pu demeurer en réserve de la République. Plutôt que de faire ça, il s'est en allé à Ottawa, OK, la queue entre les jambes. OK? Donc, il rencontre Trudeau à l'été, puis il dit sur le droit à l'autodétermination, ce droit, les Québécois l'ont exercé pour la première fois au référendum. Et donc, il a été reconnu parce que Ottawa a participé. Et pour lui, c'est une reconnaissance. Ça vaut une reconnaissance formelle, statutaire, etc. C'est l'acquis le plus précieux du référendum. Voilà pourquoi, selon René Lévesque, la future Constitution devrait reconnaître le droit du Québec à son autodétermination. La future Constitution du Canada, que Trudeau est en train de concocter, alors que le Québec est dans une position brisée. OK? Et là, mais Pierre Elliott Trudeau réussit à faire bondir René Lévesque. Sa déclaration de principe omet le mot autodétermination. Le texte pompeux nie carrément l'existence du peuple québécois. On se souvient, on a fait la négation de la nation, on comprend c'est quoi la Constitution de 82, c'est la négation de notre nation. C'est ça que c'est le rapport Durham. OK? Donc, ça c'est à la page 37 de la biographie de René Lévesque par Pierre Godin. C'est très précis. Donc, mais là, Trudeau se rend compte qu'on est à l'été, puis là, il va y avoir d'autres rencontres et que il vient de réveiller le Québec que finalement, le droit à l'autodétermination, il se tamponnait le coquillard avec. OK? Et là, il va écrire une lettre aux Québécois dans laquelle sa déclaration de principe omet le mot de... bon. Et là, il va dire, non, le droit, ce droit-là existe, etc., mais à l'automne, le 15 septembre 80, à page 55 de la biographie, René Lévesque insiste, il est prêt à inscrire dans la déclaration de principe de la future Constitution le caractère distinct du Québec, ça c'est Trudeau, mais à condition que, et là, les bras nous tombent, écoutez celle-là, René Lévesque doit biffer de son texte l'expression « peuple québécois » pour y substituer « société québécoise ». Hein, la société distincte, puis tout ça. OK, société québécoise, pourquoi pas? Le chef indépendantiste accepte même de rayer le mot « autodétermination ». La déclaration de principe évoquera donc la volonté d'une province de faire partie librement de la fédération. C'est à la page 55. OK? René Lévesque, L'homme brisé, Pierre Godin, édition Boréal. Maintenant, juste un rappel, OK? La position de Daniel Johnson dans Égalité ou indépendance, à page 120. Il faut le montrer. Et ce petit livre-là, ici, regarde, ce petit livre-là, il pèse lourd. Hein? OK. Et donc, là, il dit là-dedans, page 120, le droit à l'autodétermination pour la nation québécoise-française, canadienne-française, est de cet ordre. C'est un patrimoine collectif que je considère comme définitivement acquis, parce que lui-même ne peut pas renoncer au droit à l'autodétermination du Québec, et que je ne consentirai jamais à remettre en jeu dans aucune négociation. OK? Je peux te rappeler que René Lévesque disait que Daniel Johnson, avec son égalité ou indépendance, il était confus. Il était ambivalent. OK? Mais il savait où il s'en allait. Bon, c'est ça. Donc, il y a dans la biographie de René Lévesque, Évelyne Dumas, et que lui appelle sa Batwoman, qui dit que il était peu éveillé aux contraintes de la géopolitique.
page 77. Tu comprends? C'était pareil pour les autres. Et puis, non, c'est ça. Donc, ce que ça veut dire, OK? Et là, encore là, parce que là, à partir de là, on va se faire imposer cette constitution-là qui nie notre existence. Alors qu'on était parti pour l'affranchissement politique, on se fait renfermer dans la cage à castor à double tour, avec l'objectif qui était celui du rapport Durham, OK? Qui est l'assimilation à long terme. C'est ça. Nous ramener à l'échelle d'un groupe ethnique dans le beau grand Canada du multiculturalisme. C'est ça le projet, là, OK? On est dans l'existence, là, OK? Et donc, c'est M. Bastien qui nous le rappelle dernièrement dans sa publication, la Constitution de 82 nie l'existence du peuple fondateur. C'est ça l'enjeu. Puis il dit là-dessus, et dans ce texte-là, il dit, qu'il est sur vigile, il dit, les souverainistes ont levé le drapeau blanc. OK? Les souverainistes ont levé le drapeau blanc. C'est le seul qui relève le défi du réel dans cette partie-là, là, qu'on joue pour notre propre existence, là, OK? Alors donc, en 95, vois-tu, là, encore là, on est dans l'amnésie parce que cette partie-là, c'est joué. C'est documenté publiquement. D'ailleurs, les souverainistes, ils ont critiqué Pierre Godin pour avoir été très dur avec... en réalité, il était dans la réalité, lui. Tu sais, c'est ça que c'est. Alors donc, encore là, on va continuer à dormir. Et puis, en 95, et là, on l'a démontré avec le défi du réel. Hein? La force prime le droit. Tu sais, les exemples, OK, pas juste de tricherie au moment du référendum, qui est de la petite game, là, tu comprends? Plus grave que ça, là. On parle de police politique, d'infiltration, etc. On parle de partition du territoire du Québec. Tu comprends? Eux autres, l'autre côté, là, OK, ils respectent rien. Et de l'autre côté, on a été menés par des idéalistes qui projetaient sur le Canada un État démocratique qui allait respecter le choix des Québécois. Alors, tu comprends? Il faut arrêter de dormir. Mais on s'en va en 95 et il n'y a personne qui a pensé que René Lévesque a été placé dans une situation pour renoncer au droit à l'autodétermination. Tu vois? Fait qu'à quel moment qu'on se réveille? OK? Alors donc, on est encore dans le piège référendaire. Tant qu'on est dans l'illusion que devant nous, on a un État démocratique qui s'appelle le Canada puis qui va respecter le choix du peuple québécois, il faut sortir du piège référendaire. Et on attend, on regarde, il y a une course au Parti québécois, et il y en a un qui nous dit, regarde, la ligne de front, là, c'est lundi matin, c'est pas au grand soir avec des placotages puis des comptages de bouts de papier que ça va se faire. On les attaque dans leur intégrité comme institution. Et là, j'aimerais ça peut-être que M. Frédéric Bastien revienne sur le droit à l'autodétermination du Québec, OK, par reconnu de manière statutaire, officielle par Ottawa. Juste pour le fun. Parce que là, toutes les illusions disparaîtraient parce que devant nous, on aurait des gens qui nous diraient non, on ne reconnaît pas votre droit à l'autodétermination. Et là, on pourrait revenir à un cadre stratégique qui fut celui de Daniel Johnson. OK? Simplement que pour qu'ils reconnaissent de manière statutaire, Ottawa, ton droit à l'autodétermination, il faut que tu imposes, et non pas négocier, t'imposes comme une réalité qui est incontournable l'existence de la nation dans son statut de nation et l'État du Québec dans son statut d'État. Juste ça. OK? Forcer Ottawa à reconnaître ça, la game est terminée. OK? Le reste, la dynamique politique, là, regarde, la game est terminée. Et ça, c'est une démarche essentielle pour poser l'assise
pour notre propre existence comme nation pour la suite de l'histoire, parce qu'une nation a des assises d'État où c'est un groupe ethnique. C'est tout simple. Alors, c'est ça, là, Céline, qui se pose. Alors, donc, comment on peut faire ça? Et là, c'est là qu'on parle du changement de cadre stratégique. Et puis là, je rejoins Frédéric Bastien, parce que lui, il n'est plus dans le cadre référendaire. Hier, c'est très loin. Et lui, il est dans l'action immédiate. Et là, ce qu'il y a à faire, c'est simplement pour imposer notre existence comme État et nation, c'est édifier notre État du Québec sans égard à ce que peut penser Ottawa. Et là, par exemple, ça commence par une constitution et puis continuer la bataille pour récupérer l'ensemble de notre pouvoir de taxation direct et en échange de la péréquation, qui est le ciment de la fédération, et on se demande là-dedans pourquoi que les souverainistes présentement défendent la péréquation plutôt que de continuer la lutte historique qui a été menée par les Duplessis, Lesage et Daniel Johnson. OK? Dans les années 2000, les souverainistes se battaient pour rétablir l'équilibre fiscal. Autrement dit, garde mon argent, mais de temps en temps, m'a venu t'embaumer un peu. OK? Alors, c'est ça. Alors, donc, 1980 nous rappelle que le référendisme fut un piège tendu par Ottawa, OK? Et un piège dans lequel le mouvement souverainiste n'a pas encore tout à fait sorti. Et puis donc, petit effort, on se recadre dans le réel politique, puis à partir du contrôle de l'État du Québec, on avance.